Bonjour à tous. Merci. Bon, un petit mot d'introduction quand même. Pour moi, c'est ma première fois à faire une présentation en tant que speaker. En plus, ils m'ont mis dans la grande salle, donc je vous avoue, je suis un peu stressé et quand même, je tenais à remercier aussi tous les sponsors, qui permettent de faire cet événement et également toute l'équipe d'Agile Tour qui m'a bien aidé parce que je voulais faire une petite démo et c'est pas simple au niveau de la connectique. Voilà. Alors pour me présenter aujourd'hui, je m'appelle Benoît Magy. J'ai un parcours d'ingénieur un peu classique. J'ai fait, des études d'informatique, je suis bossé en ESN, grosse ESN, petite ESN. J'ai fait un parcours dans un labo de recherche au CEA et maintenant je travaille dans une entreprise qui s'appelle Piano. Pour les bordelais, vous les connaissez plutôt au niveau de AT Internet, qui a rejoint le groupe Piano très récemment. On fait du web analytics et on traite de la grosse volumétrie de données en temps réel. Donc, au dernier chiffre, on est plutôt 10 milliards de serveurs calls par jour, donc d'événements, de clics clients qui nous arrivent, qu'il faut traiter en temps réel et on mesure environ 80 000 applications, sites mesurés. Pour les stacks techno, bon, vous avez toutes les icônes derrière moi, hein. Si on fait de l'AWS, on est beaucoup dans le cloud avec, du GitLab, du Sonar, du Jira. On déploie sur de l'AWS avec du Docker, du Kubernetes et on a la chance, de pouvoir dans chaque équipe, choisir son langage de programmation et du coup, bah, vous voyez qu'on fait un peu de tout, du Go, du Python, du Node, de l'Angular, ce genre de choses. Du Scala, qui est pas noté ici, mais qui est présent et moi, je suis dans une équipe qui fait principalement du Java. Je vous le précise parce que du coup, comme on va avoir un peu de code, bah, ce sera du Java. Voilà, c'est comme ça, mais normalement, c'est compréhensible pour tout le monde. Au quotidien, je suis dans une équipe donc qui processe de la donnée, pardon, en temps réel et j'ai une double casquette, donc une casquette de Scrum Master et développeur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'occupe de l'animation, mais également au quotidien, je code, je teste et puis j'ai un petit dada qui est, le continuous, deployment, que j'essaye de pousser dans l'équipe. Ce que je peux dire de plus, ça c'est plus au niveau perso. Alors, j'ai pas su trop le traduire de l'anglais, mais c'est en gros, actuellement, si vous voulez lancer une discussion avec moi, il y a 2 sujets sur lesquels je peux partir assez rapidement. La paternité. Je suis papa de 4 enfants et c'est du boulot à temps plein, en dehors de boulot, officiel, on va dire. Et puis, j'ai un petit dada qui est l'open data, donc tout ce qui est projet d'open data et tout, j'essaie de regarder et de me tenir au courant. Voilà pour moi. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, on est pour parler de property based testing pour répondre aux questions métiers. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble, un peu la base? Bah, c'est quoi une propriété pour moi? Des propriétés dans mon code, est-ce qu'il y en a? Comment je les teste? Puisque s'il y a des choses, il faut les tester et le fonctionnel dans tout ça. Je rappelle, l'objectif, c'est d'utiliser le property based testing pour répondre aux questions métiers et on terminera donc par la petite démonstration un peu sans filet. J'espère que ça se passera bien. Alors, le property test base, ou ce qu'on appelle en bon français les tests basés sur les propriétés, on va le lire ensemble. En gros, les tests basés sur les propriétés sont conçus pour tester les aspects d'une propriété qui devrait toujours être vrai, les invariants. Bon, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, donc on se rapproche des fondamentaux. On va prendre un exemple de mathématiques. Généralement, en property-based testing, les gens ils prennent la commutativité ou l'associativité pour l'addition et la multiplication. C'est un peu les cas les plus faciles. J'en ai pris un autre qui reste assez simple, mais c'est un peu pour varier. Donc ça s'appelle la distributivité de la multiplication. Normalement, vous avez tous vu ça assez tôt dans vos études de mathématiques. J'espère que c'est encore frais pour vous. En gros, ce que ça veut dire comme propriété, c'est quel que soit A, B, C dans l'ensemble des entiers relatifs, A fois B plus C est égal à A fois B plus A fois C. Ça, c'est toujours vrai. Ce qui est intéressant de noter dans une propriété, et ça, il faut vraiment que vous le gardiez en tête parce que c'est un peu un fil rouge sur le reste de la présentation, c'est qu'en fait, c'est décomposé en deux parties. Il y a une première partie où on détermine l'ensemble dans lequel ça va être vrai, et ensuite l'invariant dans lequel c'est toujours vrai. Et en fait, on va voir dans le property-based testing qu'il y a toujours aussi cette dualité, et qu'en fait, c'est cette dualité qui apporte vraiment beaucoup de bénéfices et beaucoup d'intérêts. Voilà, vous le gardez en tête, un exemple de distributivité, c'est assez simple. Maintenant, on a défini ensemble ce que c'est une propriété. On va regarder ce qui nous intéresse, à savoir l'applicatif, le code, quel que soit le langage. Et vous dites tous, OK, on parle de mathématiques, c'est bien gentil, mais en réalité, ce qu'on veut savoir, c'est dans mon code, dans mon applicatif, est-ce qu'il y a des propriétés? Eh bien oui, il y en a forcément. Et en informatique, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on a des propriétés et des choses récurrentes? On appelle ça un pattern et on définit des patterns. Alors vous allez retrouver, moi j'appelle ça des patterns de property based. En réalité, il y a d'autres noms, d'autres personnes. C'est des choses qui sont assez récurrentes et qui existent dans tout un tas de domaines. Donc on va passer ces différents patterns ensemble. On va les regarder. Pour chacun des patterns, j'ai mis un petit schéma
pour vous expliquer. Normalement, c'est vraiment compréhensible pour tout le monde, c'est très graphique et en dessous, j'ai mis un exemple de comment on l'exprime en, property based testing, évidemment Java-like, pour que vous commenciez à vous on va dire, à vous acculturer à ce que vous allez voir à la fin de la présentation qui sera un peu plus de code. Et si c'est possible, je peux vous demander, je vais vous présenter des patterns. Si vous, dans votre tête, quand vous réfléchissez à vos applicatifs et à vos services, et ben, de vous dire, il y a quoi comme propriété qui ressemble à ça, qui existe dans mon code? Parce qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est on va voir principalement des patterns qui s'appliquent à des choses techniques, parce qu'en fait, ce qui passe et ce qui est, constant, on va dire, d'un service, d'une application à l'autre, bah, souvent, c'est les technos et les métiers, c'est à vous que ça va être d'émerger, les propriétés et donc réfléchissez au niveau fonctionnel si vous êtes capable de trouver des propriétés, il y en a toujours. Des choses que vous tenez pour vraies et est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'elles sont testées? On va passer rapidement les différents patterns. J'ai essayé de les traduire en français, hein, je suis désolé, je ne sais pas si les traductions sont les meilleures. Donc le premier le plus simple, c'est ce qu'on appelle l'aller-retour. En fait, il y a des propriétés là où on va dans un sens, donc j'ai mis un schéma assez simple, le smiley se retourne, on revient, il revient à son état initial. J'ai mis un autre exemple qui est sur si on prend l'exponentielle d'un entier et un logarithme, on va retrouver l'entier. Ça, c'est des exemples assez simples. Vous allez me dire: «Benoît, OK, tu as mis ton smiley», tu as mis un autre exemple, c'est encore des mathématiques et en fait, en réalité, c'est un pattern qu'on trouve vraiment dans toutes les applications à partir du moment où il y a eu certains niveaux. Tout bêtement, quand vous utilisez du cache ou que vous stockez de la data, que vous la manipulez sous un format différent, bah, que vous faites une opération, on appelle ça sérialisation, désérialisation et en fait, vous tenez pour acquis que quand vous sérialisez quelque chose et que vous le désérialisez, bah, vous retrouvez la même chose et en fait, bah, faudrait le tester. Ça, c'est une propriété de votre système. Dans le même schéma, on va avoir, tout ce qui va être, chiffrement, déchiffrement, tout ce qui est sauvegarde et tout ce qui est manipulation de data, que ce soit dans un cache ou dans des choses, un peu différentes ou ne serait-ce que des formats de transmission entre différents services, bah, généralement, il vaut mieux les tester quand même. Et c'est vrai que c'est souvent intéressant de le faire avec du property based testing parce que vous prenez un ensemble et vous dites: «Dans tout l'ensemble possible de mes data, je veux que ce soit toujours vrai». Alors qu'en réalité, ce que vous faites généralement, enfin, ce que les testeurs, nous, on fait, c'est on prend, 3-4 exemples, des cas limites et on dit: «Ça devrait marcher partout». Un autre pattern qui est, assez récent, c'est la commutativité. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ordre d'application des méthodes ne compte pas. Donc là, je vous ai fait un petit schéma, on a des icônes, il y a un côté une méthode rouge qui l'est pas en jaune, une méthode bleue qui les remplit et on se rend bien compte que quel que soit l'ordre d'application des méthodes, on a le même résultat. Pareil, je vous ai mis un autre exemple mathématique en dessous, pour la commutativité de l'addition. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça, c'est présent partout. En fait, dès que vous faites de la manipulation d'ensemble ou, des opérations, vous attendez à ce que le résultat soit identique. Alors je vais prendre encore des exemples un peu techniques, mais vous faites un select, dans une base de données, vous échangez le AND et le OR, le deux que ce soit le AND ou l'OR, vous échangez les 2 conditions, vous attendez le même résultat. Si vous faites, des filtres dans une liste, pareil, si j'enlève d'abord les éléments A, puis les éléments B, bah, en fait, à la fin, si j'enlève les éléments B et les éléments A, je vais obtenir le même résultat et en fait, ça se trouve un peu partout et ça vaut le coup de le tester, quoi. Parce que, sinon, on n'est pas sûr que ce soit vrai. Ensuite, il y a l'invariance. L'invariance, c'est quand on fait une opération, on veut être sûr et s'assurer que quelque chose n'est pas touché. Donc l'exemple que je vous prends là, par exemple, c'est hop, on va faire un filtre basique de liste, on va garder les carrés, mais les carrés, ils perdent pas leur couleur. Et ça, c'est des propriétés, qui existent un peu partout, par exemple dans les systèmes bancaires, là où quand on touche quelque chose, on n'a pas envie que le reste il ait bougé. Là, j'ai pris un exemple un peu plus, de code sur, l'invariance. Par exemple, quand on trie une liste, bah, la taille de la liste, elle reste identique et si c'est un invariant de votre système, bah, ça vaut le coup de le tester, quoi et il y en a plein. Il y en a plein, là, c'est vraiment un pattern assez courant. En gros, c'est pour vérifier s'il n'y a pas d'effet de bord, vous faites des get, vous avez pas envie que l'objet ne bouge pas. Et ça arrive en fait, hein, ça paraît idiot, mais ça arrive quoi. Pareil, on fait un select dans une base de données, on n'a pas envie que ça ait modifié les choses. Et il y en a tout un tas de patterns comme ça, qu'il faut chercher. L'idempotence. Alors l'idempotence, ça c'est un des plus utilisés, dès que vous faites un peu des choses qui ont, des appels réseau, des serveurs call. Qu'est-ce qu'on fait l'idempotence? C'est de dire si on applique 2 fois la même opération, le résultat sera identique. Donc pareil, là je vous ai mis des petites icônes, on filtre les triangles, on refiltre les triangles dans notre liste, ben, on a toujours les triangles. On n'a rien qui a disparu. Un exemple un peu plus de code, c'est le trim. En fait, le trim, on l'applique une fois ou on l'applique 50 fois, on aura le même résultat.
Et ça, c'est des choses qu'on tient pour acquis qui sont extrêmement importantes. Ça va être, notamment dans les API REST, si on reçoit 2 fois de suite le même appel PUT, on n'a pas forcément envie de créer 2 fois le même client avec le même ID, avec le même nom, avec le même prénom. Très souvent, on va dire: «Bah, en fait, non, il y a eu un problème réseau, on a fait du retry, je ne vais pas faire ça». Même chose pour au niveau de la base de données. Vous avez un petit souci de connexion avec votre base de données, vous êtes dans un système bancaire, vous recevez 2 fois le même virement avec le même ID. Si vous l'appliquez 2 fois, il y en a un qui ne sera pas content et l'autre qui recevra double qui sera content. Mais vous, en tant que banquier, on va venir vous chercher, on va vous dire: «C'est pas ça qu'il faut faire». Voilà, donc c'est quand même des patterns assez classiques et généralement, on les utilise des fois sans les connaître. Je vous en ai mis un dernier, qui est un peu différent des autres. Il y en a beaucoup d'autres, hein, et le dernier, c'est le pattern Oracle, qui est connu, par beaucoup de développeurs. C'est le fait de dire qu'on a une propriété qui est qu'on code une méthode rouge ou une méthode bleue et ensuite, quand on les compare, on veut que systématiquement, on ait le même résultat. Ça peut être appliqué dans différents cas. Donc on a le cas qui vient en tête à tout le monde quand on parle d'Oracle, c'est le refactoring. C'est, bon, je vais schématiser un peu, mais en gros, on a un applicatif, il vit, les développeurs, ils bougent. Des fois, ils changent de techno, ils n'ont pas eu le temps de faire toutes les dernières méthodes de clean code. Bon, il est tombé, c'est fini et du coup, on se retrouve avec une méthode, donc un service qui est très utilisé. Le business en est ravi, il y a plein de clients qui payent et tout. Sauf qu'en fait, la dernière fois qu'il y a eu un bug et ben, en fait, tous les développeurs, ils étaient aux abonnés absents. Du coup, on s'est retourné vers le fonctionnel. Le fonctionnel a dit: «Non mais attends, ça tourne depuis 10 ans. La dernière personne qui a fait travailler sur le projet en tant que fonctionnel, il est plus là, il est parti à la retraite, je ne sais pas ce qui se passe». Et en gros, on arrive et on a un donneur d'ordre, business qui dit: «Ouais, mais vous êtes bien gentil, on a la moitié de notre boîte qui tourne sur cette fonction, donc on va la recoder. Moi, il y a du budget, honnêtement, c'est priorité numéro un. Et comment on fait?» Parce qu'en fait, on se tourne vers le fonctionnel qui dit: «Mais moi, j'ai aucune idée de ce qu'elle fait» et le patron, il dit: «Non mais attendez, moi je veux juste une méthode qui fasse pareil». Et donc là, le pattern Oracle, c'est vachement utile. Qu'est-ce que vous faites? Vous codez votre nouvelle implémentation et ce qui va se passer dans le property based testing, c'est qu'on va dire, bah, pour tout l'ensemble, vous exécutez N fois cette opération. Et donc en fait, vous allez pouvoir vérifier que votre nouvelle méthode, elle donne le même résultat que l'ancienne. Et donc après, ça, c'est dans votre main. Comme c'est exécuté à chaque fois que vous buildez votre application, soit vous êtes très confiant et alors vous remplacez directement l'ancienne par la nouvelle, soit vous êtes un peu plus prudent et ce que vous faites, c'est vous faites un test et vous gardez la nouvelle un peu au chaud. Vous laissez passer quelques mois. Normalement, vous faites du continuous delivery ou de continuous integration et du coup, bah, vous avez testé tous les jours et en fait, comme on fait un peu de random, d'ensembliste, bah, ce qui se passe, c'est que votre niveau de confiance, il augmente jour par jour sur cette nouvelle méthode et le jour où vous renversez, bah, ce que vous pouvez faire, ça vous dire au bout de 6 mois, on inverse. On met la nouvelle méthode en prod, on est quand même assez confiant, ça fait 6 mois qu'on la teste tous les jours quotidiennement et ça se passe bien ou ça s'est pas bien passé, mais on a corrigé les cas et par contre, on va garder l'ancienne méthode en test, encore quelques mois pour se donner un niveau de confiance, si on veut continuer. Ça, c'est un pattern assez utile, assez utilisé et franchement, je vous encourage à le faire. L'Oracle, il a d'autres cas d'application. Un cas un peu atypique, c'est par exemple quand on a plusieurs implémentations de la même interface. Tout bêtement, on peut avoir des cas là où vous avez besoin dans votre domaine métier de faire quelque chose de multithreadé ou de distribué et c'est pas simple à tester. C'est pas simple à tester, c'est compliqué, et une des solutions que peut apporter le pattern Oracle, c'est de dire: «On fait une implémentation monothreadée ou en standalone». Un truc basique, on sait qu'il est moins performant, on sait qu'il ne répond pas à nos cas business, mais on sait que c'est une implémentation de référence et vous jouez vos tests pareil, régulièrement et ça vous augmente votre niveau de confiance. Ça ne veut pas dire que vous trouvez tous les cas, mais vous êtes quand même beaucoup, beaucoup plus confiant que si vous faites juste, bah, voilà les 5 cas que j'ai prévus et ils passent toujours. Ouais, c'est bon. Un dernier cas qui est vraiment utile avec le pattern Oracle aussi, c'est, ça a dû vous arriver également, problème de perf. Problème de perf, on arrive et il y a toujours un petit malin dans l'équipe qui dit: «Ouais, mais moi je peux la recoder, elle est performante». Sauf qu'en fait, le niveau de confiance qu'on a de quelqu'un qui a codé une nouvelle méthode qui est plus performante et par exemple remplacer, c'est l'exemple que j'ai mis, remplacer le trim de Java par défaut, c'est quand même peu probable qu'il soit plus rapide. Mais en fait, ce qui va se passer, ce que le développeur va dire, c'est: «Oui, mais moi, ma méthode, elle est plus rapide sur l'ensemble qui nous intéresse». On raccroche les wagons. Parce qu'en fait, généralement, dans notre cas business, bah, on ne veut pas forcément trimer toutes les strings. On sait que dans notre cas, exemple, ça commencera jamais par un espace. Et du coup, peut-être qu'il existe un algo qui fait qu'on a une méthode de trim qui est plus rapide. On fait un pattern Oracle et ça nous permet de donner un niveau de confiance avec l'exécution
et donc de l'utiliser et d'être confiant. Donc là, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'il y a des patterns dans votre code. Donc là, normalement, vous êtes convaincus. Vous êtes même en train de réfléchir et de vous dire: «OK, mais il doit y avoir des patterns fonctionnels», comme l'exemple que je disais du bancaire en disant: «Bah, la somme de 2 comptes, par exemple, quand on fait une tran après, quelle que soit la transaction, elle doit être égale, parce que l'argent ne disparaît pas». Bon, peut-être que votre banque prend des sous au passage, j'en sais rien, mais vous imaginez, en fait, des propriétés fonctionnelles, il y en a plein. On les appelle pas des patterns parce qu'en fait, ça dépend de votre business et donc on ne peut pas les voir comme ça. Et là, on me dit: «OK Benoît, c'est très intéressant, tu nous as montré tous tes patterns, mais comment on les teste?» Alors comment on les teste? On va voir ensemble. On reprend l'exemple de base, on peut tester la distributivité. Je vous avais prévenu, il y a du code. C'est du Java, mais je pense que c'est assez interprétable pour tout le monde. Et en gros, le premier bloc de code que vous voyez, c'est ce que moi j'ai commencé à faire en gros quand j'étais développeur. J'ai évidemment simplifié et il y a des meilleures pratiques à appliquer, mais l'idée c'est hop, le business il nous fournit une méthode, j'identifie moi-même les cas limites, addition, multiplication, c'est les 0 et 1. Je fais tout un tas de combinatoires pour tester tous les cas limites. Je prends un cas normal. Bon, en informatique, on met toujours le 42, voilà. On l'exécute et puis pareil, je vais faire pareil. Alors là, j'ai pas taquiné pour pas que ce soit illisible avec, les limites hautes des entiers en Java ou les limites basses, mais c'est un peu ça l'idée. Et je vous ai mis en dessous, en fait, comment on fait en property based testing. Et en fait, on voit bien, il y a pas photo, en fait. Quand on voit les 2 approches, il y a une approche qui est extrêmement verbeuse. Si un nouveau développeur arrive, il doit lire plein de tests pour comprendre ce qui se passe, et l'autre, elle est concise, elle est précise et en plus, elle est très, très proche du métier qu'on nous demandait. Alors, il se trouve que le métier, c'est les mathématiques, ça pourrait être effectivement moins précis si, hein, c'est un métier un peu plus, business, et tout. On voit bien quand même qu'il y a pas photo. Il y a une petite subtilité quand même qu'il faut voir, si vous suivez, c'est toujours un peu le fil rouge. Oui, mais quand on définit une propriété, maintenant il y a 2 choses. Il y a l'invariant qu'on voit ensemble là, l'invariant on l'a vu, A fois B plus C est égal à A fois B plus A fois C, mais tu ne serais pas en train de nous feinter parce que, l'ensemble il est où? Et effectivement, c'est le fait de devoir définir l'ensemble dans nos cas de test qui fait qu'on a une multiplicité de cas de tests qui apparaissent. Là, j'ai un peu feinté, je me base sur un framework qui m'offre une méthode sur étagère avec une annotation, la notation for all, qui va faire, lui, le boulot de tous les entiers, de faire l'ensemble des entiers. Mais bon, après, c'est le jeu en informatique, hein, s'il y a quelqu'un qui a fait le boulot pour nous, on va pas forcément le recoller. Alors moi, j'ai eu le cas des fois là où on se retrouve dans des équipes, là où en fait, on a la tendance de dire: «Ah, j'ai pas envie de passer sur un framework. Benoît, OK, j'ai compris ton histoire d'expressivité, mais moi, je sais faire des tests, propriétés, à la main. Je te fais quelque chose d'assez similaire». Et c'est vrai que si on utilise par exemple, les tests paramétrés, on peut faire quelque chose d'assez similaire au property based testing. La première méthode, le gros paquet, en fait, c'est un peu la définition de l'ensemble. Donc on pourrait imaginer, dans mon cas, comme le framework, on le met de côté. On le met de côté, on ne le regarde pas et du coup, bah, effectivement, OK, le sucre est pas exactement pareil, les annotations sont un peu différentes, mais en réalité, en termes d'expressivité, on a atteint le même niveau. Sauf qu'en fait, je vous dirais, ne faites pas ça à la maison. Ça, ça ressemble à du property based testing, mais c'est pas du property based testing. Pourquoi? Pourquoi il faut utiliser un framework pour faire ça? Et là, on va passer rapidement, en gros, les avantages d'un framework. Alors la première chose, c'est classique et ça, c'est pas qu'un framework de property based testing, c'est en informatique, il faut arrêter de réinventer la roue. Il y a des tas de projets open source qui existent. Les gens, ils ont leur expertise, souvent ils existent depuis des années, ils ont leurs compétences, ils ont avancé. Honnêtement, ne refaites pas ça. Utilisez-les, testez-les, remontez des bugs, contribuez si vous avez le temps. Mais sauf si vraiment dans votre langage, vous ne trouvez pas de framework et honnêtement, c'est peu probable si vous utilisez, les 10 premiers langages les plus populaires, ne faites pas ça. Ensuite, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut faire un générateur de données. Et en fait, on a vu, en fait, ça peut paraître simple au début. Dans la plupart des langages, en fait, on prend un objet qui s'appelle random, on lui dit: «Bah, crache-moi un entier, crache-moi un long, crache-moi une string, crache-moi des choses comme ça». Sauf qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on commence à tirer une pelote de laine, une grosse pelote. C'est-à-dire que les types primitifs, il y en a beaucoup. On dirait: «Ah oui, Benoît, les types primitifs, il y en a beaucoup, mais en fait, ça va, c'est encore raisonnable». Oui, mais après, je vais dire: «Oui, mais pour chaque type primitif, il y a les cas limites». Ah, si on prend l'exemple des entiers, on va me dire: «Oui, bah, ils sont connus, le plus grand entier, le plus petit entier, ça va, c'est basique, je le fais». Je dis: «Ah oui, mais peut-être que moi, en fait, je voudrais un générateur qui me fait que des nombres positifs». «Ah, pas de problème, je te rajoute un booléen». «Ah oui, mais je veux aussi les nombres négatifs». «Ah bah, je rajoute un autre booléen». «Ah oui, mais maintenant, je suis dans un cas client, par exemple dans
un applicatif, on va dire, qui gère des clients, j'en sais rien, médical et ils me disent: «Non mais attendez, moi je m'en fiche, hein, les clients ils ont entre 1 et 150 ans, on prend large, hein. Tout le reste ça sert à rien de le tester quoi. Je sais que j'ai des morceaux de mon système, ils marchent pas quand vous mettez 10 000 dans un âge et quelque part ça me rassure parce que c'est pas cohérent». Et donc là, vous entrez dans un truc où il faut dire: «OK, beh, je vais mettre des paramètres dans les méthodes» et en fait, vous tirez la pelote et vous vous rendez compte que ça prend du temps. C'est pas encore très complexe, mais ça prend du temps. Donc si quelqu'un a fait le boulot pour vous, ne le refaites pas. Pareil, en fait, dès qu'on rentre dans les détails, toute l'idée du property based testing, c'est d'itérer sur un ensemble et donc de tester le même test, la même expression qu'on a vue ensemble plusieurs fois. Et en fait, dans la plupart des frameworks, vous allez pouvoir le configurer et dire: «Bah, je veux le passer 50 fois ou 100 fois» et ça, c'est vous qui déterminerez pour augmenter votre niveau de confiance. Un truc classique qui se fait, par exemple, c'est, le mettre une configuration sur le poste des développeurs, 4 ou 5 fois. Comme ça, on fait un peu les cas limites, on fait un peu tous les cas et par contre, sur notre serveur, si c'est une application critique, ben, on dit: «Bah, non, là, tu passes, 300 fois, 400 fois, 500 fois, 600 fois». On met le niveau de confiance qu'on veut. Pareil, au niveau de la répartition des données, dans certains cas, on se dit: «Ah, mais j'ai une répartition linéaire, une répartition gaussienne». En fait, quand on rentre dans le détail, il y a plein de configurations à faire et du coup, c'est quand même vachement intéressant quand ça arrive sur étagère. Et alors là, c'est le truc qui est magique dans le property based testing. Ça s'appelle le shrinking. Alors j'essaie de le traduire, des fois c'est réduction, contraction. Et ça, s'il y a un seul truc que vous devez retenir et qui est un peu magique, moi j'ai trouvé ça vraiment fabuleux quand je l'ai découvert, c'est vraiment le shrinking. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le shrinking, c'est la capacité à trouver un cas simple de mise en échec d'un test. Parce que imaginons que vous faisiez votre framework, vous avez créé votre générateur de données, vous créez plein de data, vos tests, ils sont tous verts. Mais c'est top! Votre niveau de confiance augmente, c'est magique, vous êtes très confiant, patati patata et en fait, avec un test, qu'est-ce qui arrive un jour? Bah, il passe à rouge. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec le property based testing? C'est plus nos cas d'exemple, là, on a écrit 0, 1, 42. Un générateur, c'est ça qui génère. Et encore, je vous l'ai mis court parce que généralement, ça va plutôt être 200 caractères avec du japonais, des emojis, des trucs comme ça et juste pour une string. Et en fait, le développeur, si on lui dit: «Ouais, ce cas-là, il passe pas», qu'est-ce qu'il fait? Il fait: «Non, mais c'est quoi cette» moi, je l'ai déjà vécu en gros, hein et «C'est quoi cette chaîne de caractères? Évidemment que ça passe pas. Est-ce que c'est vraiment pertinent de passer ça? Et puis c'est lequel qui plante?» Des fois, il y a des caractères cachés, enfin et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, si on lui dit: «Il faut chercher», bah, il est pas bête, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Dichotomie, je teste la première moitié, ça passe, je teste la deuxième moitié, ça passe pas, je continue. Ou alors, je vais prendre les caractères un par un parce que j'ai l'intuition que ça va pas passer. Sauf qu'en fait, c'est du boulot. C'est du boulot et en fait, ce qui va se passer dans tous les frameworks de property based testing, c'est qu'ils vont faire le shrinking et donc ils vont faire pour vous tout cet algorithme de réduire les cas de test jusqu'à trouver un cas de test le plus petit possible. Je dis bien un cas de test parce que c'est pas le seul cas qui plantera, mais c'est un cas qui vous dira: «En tout cas, ta propriété pour ce cas-là, elle est fausse» et on réduit à quelque chose de simple. Et ça, c'est vraiment magique et en réalité, ça peut paraître simple parce que je donne l'exemple d'une chaîne de caractères, de pouvoir itérer. Mais en réalité, quand il y a n paramètres et qu'on a différents types entre des énums, des entiers et tout, il y a des choses assez chiadées au niveau des algorithmes, de shrinking. Voilà et qu'est-ce que ça nous donne du coup à la fin? Bah, ça va nous dire le cas il plante avec, bon, bah, un A majuscule, avec des traits. Voilà. Donc ça, normalement, on arrive au niveau de la présentation, là où on a vu ce que c'était une propriété. Je vous ai montré des exemples de propriétés. Vous avez vous-même cherché, vous vous êtes dit: «Tiens, il y a des propriétés dans mon code, ça vaudrait le coup de les tester». J'espère qu'avec mon petit laïus, vous n'allez pas partir en le faisant tout seul et que vous allez bien prendre un framework qui existe. Pour tous les langages, en open source, vous en trouverez facilement un. Et là, vous dites: «Benoît, c'est bien, mais dans ta présentation, tu nous as dit de parler de métier et là, on parle beaucoup de technique, tu nous montres du code et tout, donc on va parler du métier». Et oui, là, on parle du métier maintenant. Alors on en parle du métier. Moi, quand je parle du métier, que je lis des bouquins, parce que j'ai aussi une casquette Scrum Master, selon la littérature, très souvent, je grossis un peu le trait, mais ça va être des choses comme ça. Ça va être le PO qui arrive, qui dit: «Ah, il y a une nouvelle fonctionnalité, on a du budget, on a du temps, on va définir l'architecture, j'ai bien réfléchi en amont, voilà les personas, on va faire de l'architecture émergente, il y a pas de pression, on va rédiger les stories, on va faire notre méthode, on aura notre temps». Ça, c'est un peu utopique, effectivement, je grossis le trait. C'est ce vers quoi on tend tous, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. Et pareil, quand j'ai un bug, toujours moi j'attends, on me dit: «Ah, voilà ce qui était attendu, on a eu un problème en prod, voilà les étapes pour le reproduire, voilà le cas d'usage». On l'a reproduit, en dev, et voilà le comportement attendu. Bon ça aussi c'est pareil, c'est un peu utopique.
Et pareil, voici la je rêve d'un jour d'arriver sur un projet et qu'on me dit: «Mais Benoît, voici la documentation exhaustive et à jour de tout le domaine fonctionnel de l'application. Tu as la moindre question, tu viens, tu as un moteur de recherche, tu as les mots-clés, c'est tout, c'est magique». Ça, c'est effectivement ce vers quoi on tend tous et je ne cherche pas à le tourner en dérision, mais je dis juste que très souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, très souvent, en fait, dans la réalité, c'est plutôt ça, hein. Si on est en train de discuter avec le PO à la machine à café, il vient vers nous et il dit: «Bon, j'ai parlé avec un tel dans le couloir, on devrait ouvrir l'application à un nouveau partenaire, sauf que ça n'a jamais été prévu. Sur le papier, ça devrait passer. On voit pas trop pourquoi ça marche pas, mais comme on n'y a jamais pensé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dis au boss: «Vas-y, tu signes demain» et puis on prend le risque ou qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Pareil, j'ai eu un client qui était pas content, bon, pas de date de naissance en production, ça devrait jamais arriver. J'arrive pas à le reproduire, je clique, je clique, je clique. J'ai pris toute ma doc de PO et je dis: Ça devrait pas arriver. Qu'est-ce que tu peux me dire?» Ou encore, ce que j'appelle un peu le rétro-engineering, quoi. C'est, une sorte de tradition orale qui s'est installée. Le nouveau PO arrive, il a quand même quelques documentations, quelques spécifications, mais bon, quand il discute avec les anciens dans le couloir, ils affirment des trucs et il est pas capable de retrouver l'information et donc il se retourne vers l'équipe de dev et il dit: «Beh, est-ce que ça te dit quelque chose? On m'a dit ça. Est-ce que tu peux m'en dire?» Et en fait, ça, c'est les 3 cas que moi j'appelle un peu nouveaux cas d'usage, avec pas de développement ou peu de développement, juste un cas pas anticipé, un bug non reproductible et un peu de rétrospécification. Et ça, c'est un peu les cas flous, en fait, que moi je trouve qu'on peut arriver à un peu à creuser avec le property based testing. Et ce que je vous propose, alors ça, c'est le moment sans filet, c'est de le voir directement avec une petite démonstration. Et là, c'est le moment où je fais le signe au staff pour dire qu'on va changer. Oui, je refais signe. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Bah, ça a l'air bon là. Ah, hop, nickel. Hop. Alors, bon, on va faire une démonstration et puis bon, bah, je me suis dit, hop, on va un peu mettre de contexte. Et comme on est dans le monde des startups, et ben, on a monté une startup. On va suivre une startup qui s'appelle la Bubble Factory. Ils ont fait un super produit en 2019, un prototype de machine à savon, de bulle à savon. Ça explose, levée de fonds, lancement de la première usine, les ventes explosent, ouverture du 100e magasin, nouvelle levée de fonds, multiples embauches. 2022, septembre, hop, le développeur il est promu parce que bon, c'est comme ça dans les startups. Il devient CTO. Qu'est-ce qui se passe? Bah, hop, on embauche un nouveau product owner, un développeur qui arrive sur le projet de gestion de carte de fidélité, qui est un peu le centre du SI sur lequel la startup a explosé. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le boss, il dit au PO: «Bah, hey, on vient de lever plein de fonds, on va grossir, on va augmenter, viens me voir dans mon bureau, on va en discuter». Ils font un point en urgence et il leur sort avec 3 questions urgentes, là où il faut vraiment répondre. Et je rappelle le contexte, du coup, un applicatif qui a grossi très rapidement en mode start-up. On avait beaucoup d'événementiels, on n'a pas fait des trucs très bien, mais bon, quelque part, on a réussi à lever 500 millions. On se dit qu'on n'a pas trop fait mal notre boulot et que maintenant, on va dépenser du budget pour, pardon, on a dépensé du budget pour réussir à stabiliser tout ça. Donc on embauche des gens, PO, développeurs et on va voir ensemble. Donc ils sortent avec 3 questions et les 3 questions, est-ce qu'il y a un souci? Ah pardon, tu fais bien de le dire, on va le masquer. Hop. Est-ce qu'on peut ouvrir le service à des clients allemands? Et lors de la levée de fonds, le boss, il a parlé avec, un partenaire allemand qui lui a dit: «Ah, je vais ouvrir le marché aux clients allemands», sauf qu'on n'en a jamais parlé. Potentiellement, ça peut marcher, mais on ne s'est pas posé la question. Le PO, il débarque, il va voir le développeur et il dit: «Qu'est-ce que tu en penses?» Est-ce qu'il est possible qu'un client n'ait pas de réduction? On a eu un bug en prod et il y a un client qui s'est plaint à AG parce qu'il avait 0 de réduction. Le boss, il était pas content, il a pété un boulon parce qu'il a dit: «Non, mais depuis que l'entreprise a été créée, c'est pas possible. On a toujours minimum une politique agressive d'1 de réduction». Est-ce que les clients de Grenoble ont bien toujours une réduction de 6? Notre startup, elle a explosé quand on a fait un super événementiel, les bulles sur la Bastille à Grenoble et maintenant on a fait hop, promotion 6 pour tous les clients de Grenoble. Et ça,
si vous suivez un peu, vous reconnaissez un peu les 3 schémas de questions qu'on a vus ensemble, à savoir, bah, un nouveau cas d'usage qu'on n'a pas anticipé et en gros, on nous met un peu la pression parce qu'a priori, il y a pas de développement à faire. Un cas, un bug en prod qui ne devrait pas arriver, un client qui a pas de réduction et quelque chose qu'on a entendu de tradition orale, par un sachant qui nous dit: «Ça, c'est vrai» et en fait, on aimerait bien le vérifier et que le développeur nous confirme. Alors qu'est-ce que je fais moi en tant que développeur généralement? Hop, ça marche pas. Et ben, en tant que développeur, en temps normal, qu'est-ce que je fais? Normalement, j'ouvre un IDE. Pourquoi j'ouvre un IDE? Parce qu'en fait, ces questions, la meilleure façon, la façon la plus efficace d'aller voir, c'est d'aller voir le code. Sauf qu'en fait, ce qu'on va voir ensemble, c'est que c'est possible avec le property based testing de ne pas aller voir le code. Donc je vous présente un peu le projet. Il est très simplifié, c'est un projet Java, c'est vraiment juste pour l'exemple, hein. Mais, c'est pour vous donner l'idée des choses qu'ils sont capables de faire. On a un business. Ce business, il propose 2 méthodes. Une qui propose les réductions avec tout un tas de paramètres. On se rappelle, ça a grossi rapidement, on n'a pas trop réfléchi. À chaque nouveau paramètre, on l'a rajouté pour que ça marche. Et puis un service d'impression de carte de fidélité. Basique, simple, on a nos 2 méthodes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le PO, il a fait, la réunion en urgence avec le chef. Il a réussi à faire parler le chef pour avoir des questions précises qu'on veut demander de fonctionnel. Il l'envoie au développeur, votre serviteur, qui a eu une demi-journée pour préparer et qui se dit, «Le code est imbitable, comment je vais m'y prendre?» Et du coup, on teste le property based testing pour répondre aux 3 questions. Donc la première question, c'était: «Est-ce qu'on peut ouvrir le service à des clients allemands?» Donc classiquement, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait un peu l'histoire des personas. C'est de dire, c'est quoi les cas limites? Bon, bah, allemand, OK, c'est un peu des préjugés. On va prendre Jürgen Schmidt, qui habite à Berlin, 17 ans, est-ce que je peux lui imprimer une carte? Donc là, on lance notre test. Normalement, il devrait passer si j'ai bien fait mon boulot. OK, bon, les personas, on en met un deuxième. Donc on prend quoi? Adélaïde, Müller, elle habite dans une ville avec un nom un peu long, 42 ans, pareil, on lance. Et en fait, ben, on sent bien qu'on peut y tirer longtemps comme ça. Alors on pourrait effectivement faire toutes des techniques exploratoires, à essayer d'explorer le domaine métier et tout, mais on est assez pressé, quoi. Et donc on va commencer, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec du property based testing. Et on définit une propriété. Donc normalement, vous voyez, je sais pas où oui, c'est assez grand. Donc on définit notre propriété, on définit une propriété assez simple qui est de dire pour tous nos clients, on veut pouvoir imprimer une carte de fidélité. Ça c'est, une des propriétés du système, on veut que ça fonctionne bien, quel que soit le client que j'ai rentré dedans, je veux pouvoir lui imprimer une carte de fidélité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, on fait cette propriété et on va définir un ensemble. Alors, vous arrêtez pas sur la mécanique, de l'ensemble, on n'est pas là pour apprendre le framework et hop, qu'est-ce qu'on a défini dans l'ensemble? Alors mince, là je vous ai fait la démonstration qui pète tout de suite. Alors je voulais vous montrer, au début, la première version qui fonctionne, c'est on fait un générateur de code. Alors bon, là vous me regardez rapidement. Je veux générer un client français, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je prends l'alphabet latin et je prends les ajouts français. Et ensuite, j'ai toute une mécanique de code pour dire: «Je crée un client avec mon alphabet et je prends un âge entre 16 et 99 ans parce que le métier m'a dit, c'est l'âge de nos clients classiques». Et donc là, on exécute le test pour tous nos clients français, pour déjà essayer de vérifier que notre propriété, elle est vraie avant qu'on nous pose la question. Donc là, on l'exécute et on se dit: «Boum, pour tous nos clients français, c'est vert, c'est bon». Qu'est-ce que je fais si je veux modéliser en property based testing, que je rajoute les clients allemands? Et en fait, je prends mes générateurs, donc ce qui est un peu mon ensemble métier, et je lui dis: «Bah, hé, maintenant, en plus de l'alphabet latin, de l'alphabet français, bah, je vais avoir l'alphabet allemand». Bon, moi, je vais sur Wikipédia, je sors les lettres allemandes, je le rajoute dans mon générateur. On pourrait dire qu'il faudrait complexifier, que normalement, il ne devrait pas y avoir les lettres françaises et allemandes dans un même prénom, mais c'est vraiment pour l'exemple, hein. Et qu'est-ce qu'on fait? On relance la propriété. On relance la propriété et que se passe-t-il? Hop, ça se lance. Aïe, ça plante. Donc normalement, à ce niveau-là, on n'a même pas besoin de regarder plus que ça. On peut regarder le PO le droit dans les yeux en disant: «Non, non, mais l'ouverture au client allemand, ça va pas être aussi simple que tu penses, il va y avoir des choses à faire». On va regarder un peu ensemble pour voir un peu ce qui se passe. Mais à partir de ce moment-là, vous avez déjà répondu à la question du PO. Vous avez déjà gagné, vous avez dit: «Non, non, non, toi tu penses qu'il va rien se passer, il y a peut-être des choses à faire». Alors peut-être que tu vas me dire: «J'ai mal, fait le domaine métier, on va préciser le domaine métier, peut-être que»
c'est le test qui est mal fait, on va discuter, mais en tout cas, ça paraît pas évident. Si on regarde le test, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a une exception. Apparemment, le prix du prestataire, sur lequel on envoie le fichier pour imprimer notre carte de fidélité, bah, il n'est pas pareil que celui que nous, on a anticipé. Si on creuse le code après, on voit qu'il y a eu des soucis dans la startup, qu'ils ont déjà eu un problème avec, le prestataire et que du coup, ils ont mis une vérification. Ce qui est intéressant et ce que je vous avais expliqué, c'est que si on fait, hop, quelque chose de simple, c'est ça le cas client le cas qui a planté en premier. Donc on retrouve bien notre pattern de on a des chaînes de caractères de 200 caractères imbitables et si le développeur, on lui dit: «C'est ce cas-là qui passe pas», bah, en fait, il va pleurer, il va dire: «Ton property based testing, tu peux te le remettre, où je pense, ça m'intéresse pas, je veux revenir sur mes TU classiques». Mais ce qui est intéressant, on a parlé, c'est le shrinking et donc qu'est-ce que le shrinking il a fait? Bam! Il nous a sorti un cas simple. On va pas regarder tous les paramètres. En fait, il vous explique tout ce qu'il a fait là, mais ça, c'est vraiment du détail un peu compliqué. On peut en discuter après, mais c'est pas vraiment l'objet de la présentation. Et donc là, on a notre cas simple et en fait, si on regarde notre cas simple, qu'est-ce qui se passe? A, A, A. Cette petite lettre là, c'est un S7 allemand. C'est un caractère un peu particulier, et c'est probablement lui qui fait planter notre système. Bon, on va pas forcément les regarder. Il faut juste savoir pour la petite histoire, c'est quand on fait un uppercase en Java, ça se transforme en 2 caractères. Voilà, c'est des petites blagues qui arrivent comme ça et ça va faire planter notre système. Mais encore une fois, notre idée, c'est pas vraiment d'aller, proposer des solutions et tout, c'est juste de challenger le PO et lui dire: «Bah non, ton affirmation, on va ouvrir au client, elle est pas correcte». Et peut-être que et pour la petite histoire, il y a des villes qui contiennent des bêtas, des S7 allemands. Et là, en fait, notre job, il est fait. C'est, on est revenu dans la main du métier et peut-être que le PO, il va dire: «Attends, mais moi j'ai discuté avec le boss, Benoît, tu t'embêtes pour rien, on a 5 partenaires, ils sont tous à Berlin, Hambourg, tes petits patelins et tout, on s'en fiche». Ou peut-être qu'il va dire: «Ah, c'est pas de bol parce que c'est justement notre partenaire numéro un. Ils font aussi des bulles de savon et on voulait faire un gros partenariat avec eux, c'est notre premier événement, ça va mal se passer». Mais c'est plus notre problème de développeur, c'est vraiment ça revient au niveau du métier. Il y a des décisions à prendre, des stratégies à faire. Peut-être qu'il faut corriger le bug, peut-être qu'en fait, c'est pas un bug parce qu'en fait, ça nous intéresse pas, on attaque que Berlin, Hambourg, ce genre de choses. Mais on a répondu à la question, sans regarder le code. C'est ça qui est bien. Parce que bon, on rappelle, c'est une vieille application toute moche, je vous montrerai peut-être ça après. Voilà. Deuxième question, est-ce qu'il est possible qu'un client n'ait pas de réduction? Normalement, ça ne devrait pas être possible, on n'arrive pas à le reproduire, on prend nos cas d'usage et tout. Donc pareil, on prend l'implémentation standard, on prend la méthode de réduction et on dit: «Bah, nous, notre propriété, c'est qu'on voudrait qu'elle soit tout le temps différente de zéro. Parce que si on a une réduction égale à zéro, ça veut dire qu'on n'a pas de réduction. Alors là, plutôt que de faire un générateur de clients complet, on a quelques annotations pour faire des générateurs faciles et on envoie un âge entre 16 et 99 ans, une ville n'importe laquelle. En termes de paiement, en discutant avec le PO et le métier, ils nous disent: «Ouais, beh, on la machine la moins chère, elle est 30 €. La à partir de» j'ai mis combien? À partir de 10 000 €, on considère qu'il faut qu'il passe directement avec le boss parce que c'est trop important comme paiement. Ça sort du standard, du magasin. On fait visiter notre usine à des groupes, ils sont minimum 15, maximum 50 et puis on a tout un énum d'options qu'on va même pas regarder. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie ça dans notre méthode en disant: «Beh, est-ce qu'elle est vraie, ma propriété?» Donc pour tous ces paramètres, en gros, on veut qu'il y ait jamais une réduction égale à zéro. Et bam! Qu'est-ce qu'il fait? Il nous sort le cas de test. Donc bon, le cas original, il est assez simple et le cas shrinking aussi. Et là, on peut aller voir notre PO et dire: «Bah non, moi en tout cas, si le système il m'envoie, le partenaire du magasin, il m'envoie un client quoi, qui a 32 ans, il m'envoie pas de ville, qui veut payer 30 € dans un groupe de 15 personnes avec, la réduction famille, 0. Il y a probablement un bug, il faut creuser. Mais encore une fois, c'est au PO de revenir vers nous et de dire: «Mais non, le cas métier, c'est ça». Du coup, on le code, enfin on fait du TDD, donc on fait le test avant et ensuite on code le patch. Et la troisième question qui nous intéresse, c'était: est-ce qu'on est d'accord que tous les clients de Grenoble devraient avoir une réduction fixe de 6? Donc ça, c'est le cas qui ressemble un peu au 2e, mais qui est plutôt le rétro-engineering. C'est, on a discuté avec des gens, ils m'ont dit ça, j'ai pas trop d'informations et moi je voudrais le formaliser parce que, s'il y a un PO qui arrive dans 3 ans, je voudrais lui passer un document un peu fiable, de règles, ou au moins être, clair dans ce que je lui raconte et pas que je lui dise: «On m'a dit au cours d'un couloir qu'il y avait ça». Donc on fait un peu la même chose, on génère un âge, un paiement, un nombre de groupes.
on fixe la ville à Grenoble et on dit: «Bah, est-ce que c'est toujours égal à 6?» On le lance, hop, et ça plante. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai et ça nous sort rapidement un cas en disant: «Bah, un client de 16 ans qui veut acheter pour 30 € dans un groupe de 15 gold, ça marche pas». Et donc là, on peut challenger l'assertion du PO. Alors malheureusement, après, on arrive à la limite parce que dans ce cas-là, c'est du retro-engineering. Lui, c'est quelqu'un qui lui a dit quelque chose de faux dans un couloir et il va probablement pas te donner toutes les informations, il faut aller creuser. À ce moment-là, bah, vous êtes quand même obligé, malheureusement, d'aller voir le code. Ça donne l'opportunité de voir qu'on a un truc un peu moche, hein, donc un if, bien long, bien dégueulasse dans lequel on n'a pas envie de mettre les mains et puis en fouillant dans le if à un endroit, je sais plus où, hop, on a, ah, Grenoble qui est écrit et puis, en fait, non, il y a un filtre sur 40 et 16, on ne sait pas trop pourquoi. Donc on a une autre technique aussi, on peut, hop, filtrer les paramètres comme ça et on dit: «Bon, ben, moi, j'ai l'impression que la propriété que tu viens chercher, c'est pas, tous les clients de Grenoble, mais c'est, entre 16 et 40. Ça, c'est vrai, je te l'assure, je le lance mes tests, j'ai un niveau de confiance assez important pour dire que ça, c'est vrai». Et en fait, on a fait notre boulot là. On a fait notre boulot, on a donné les réponses au PO sur des questions un peu floues, donc de nouveaux cas d'usage, de bugs qui ne devraient pas arriver, mais qui peuvent arriver, dans le code et de rétro-engineering. Et alors là, c'est à lui de faire son boulot de PO ou, si c'est une autre étiquette fonctionnelle, enfin ça revient dans la main du métier et ils doivent revenir vers nous en disant: «Mais non, mais nous ce qu'on veut c'est ça» et à ce moment-là, bah, on va changer le code, on va déployer ou peut-être qu'ils vont revenir en disant: «Ah mais oui, maintenant que j'ai discuté avec le chef, il a dit: "Mais oui, non mais pour Grenoble, c'est pas tout le monde, c'est ci, c'est ça"» et on va peut-être juste exprimer correctement les nouvelles spécifications. Et voilà pour la démonstration. Donc on a répondu à nos 3 questions. Pour la conclusion, quand même, si vous devez partir de là, c'est un peu le take away avec 3 choses. Heu, J'aimerais que vous soyez convaincus que du coup, il y a des propriétés dans votre code. On en a vu ensemble les différents patterns qu'il faut réfléchir et il y a des propriétés fonctionnelles, c'est à vous de les chercher, si vous êtes des PO ou du fonctionnel ou n'importe quel titre qui travaille dans le métier. J'espère vous avoir convaincu qu'il faut les tester et que si vous les testez, utilisez un framework, hein. Je le répète, ne faites pas ça, à la main. Et surtout, c'était vraiment un peu le fil rouge de la présentation et c'est vraiment quelque chose, moi, je trouve, qui a été vraiment un déclencheur assez sympa sur le property based testing, c'est vous pouvez voir le code comme un interlocuteur fonctionnel. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est juste prendre les questions du PO, les triturer un peu et les poser au code. Et en fait, un nouveau développeur ou même un développeur expérimenté qui, des fois, a des idées préconçues sur mon code en disant: «Mais ça doit toujours être vrai», et ben, il peut lui aussi ouvrir, une feuille de test, écrire sa propriété et dire: «Ah, c'est vrai» ou «C'est pas vrai». Et du coup, pas forcément aller challenger le PO qui est pas toujours disponible et tout. Attention, j'ai pas dit que ça remplaçait le PO, j'ai dit juste que c'est un interlocuteur fonctionnel nouveau qui a souvent, la source de vérité sur tout l'historique du projet et que ça, je trouve ça vraiment chouette, moi. C'est fini. Si vous avez des questions, je suis dispo. Sinon, évidemment, le rôti que vous pouvez activer à l'extérieur parce qu'on n'a pas de réseau et toujours le rappel, il y a le forum ouvert demain. Je serai dispo pour discuter avec vous. Je sais pas s'il y a un deuxième micro ou je te si je Eh ben, merci, c'est super, c'est clair, oui. Est-ce qu'il y a des, trucs à pas faire avec le property based testing? Mauvais alors oui, usage, alors, mauvais usage, première chose, c'est pas prendre un framework et essayer de le faire, on va le faire à la main. Mais ça, je l'ai bien insisté. 2e, on va dire erreur classique que les gens vont venir quand on essaie de le mettre en place, c'est dire: «C'est lent». Pourquoi c'est lent? Parce qu'en fait, en réalité, quand on écrit un test, derrière le framework, il va souvent, par défaut mettre 100 ou 1000 ou 1000 cas. Ça, la 1re, chose qui est assez simple, c'est dire: «OK, je configure le poste de développeur pour qu'il y ait un ou 2 tests» et en fait, c'est le serveur d'intégration qui va faire tous les tests. Heu, un autre cas d'erreur qui me viendra en tête, mince, je l'ai plus. ou de mésusage ou je sais pas. Est-ce qu'il y a des mésusages Alors vraiment? un mésusage qu'il peut y avoir, c'est, vous l'avez vu, ça remplace pas les tests classiques. Alors en property based testing, on appelle ça les exemples. C'est-à-dire, c'est de dire c'est des exemples et surtout ça les remplace pas. Tout bêtement, si vous prenez bon, on va reprendre encore l'ensemble des mathématiques.
Vous allez pouvoir écrire des tas de propriétés sur l'addition et la multiplication. Vous allez dire: «Putain, mon système, il est super testé, ben non, j'ai fait ça à l'état de l'art et moi, je fais une méthode et je fais return 0 et ça valide toutes vos propriétés». Parce qu'en fait, si vous vérifiez la commutativité, l'associativité et la distributivité, ben, en fait, vous n'avez toujours pas vérifié une méthode qui fait return 0, ça c'est dans le cas. Donc il faut aussi avoir ces exemples. Souvent, ce qui va se passer, c'est avoir une dualité. Les exemples, on peut faire une sorte de parallèle avec les personas, donc ça permet de discuter avec le PO et on a aussi le côté là où le PO, il sort plutôt des grandes phrases en disant: Ça doit toujours être vrai» et en fait, ça permet d'avoir cette dualité, quoi. Les autres erreurs que je dirais, alors c'est pas impossible, c'est vraiment une technique de test, donc si vous voyez un peu la pyramide de test, qui existe, on peut l'appliquer à tous les niveaux. Intuitivement, on sent bien qu'il y a quand même un niveau qui s'y prête plus, qui est le plus proche possible du code. Donc ça va être très bien si vous faites des pratiques de clean code ou des trucs comme ça, parce que vous avez extrait votre métier dans une petite librairie quelque part et vous pouvez vraiment, la tester à fond avec plein de tests, property-based testing, c'est magique pour ça. Mais en théorie, rien ne vous empêche de le faire en tout en haut de la pyramide avec des tests générés automatiquement si vous faites un générateur de clients. La réalité, c'est que, vous ne voulez pas faire des milliers de tests à ce niveau-là, quoi. C'est plutôt en bas de la pyramide. Merci pour la présentation, c'était très clair. Moi, j'ai une question bête, hein, mais dans les frameworks, est-ce que tu en recommandes? Est-ce qu'il y en a avec qui tu fonctionnes régulièrement? Alors, moi, j'utilise pas mal un framework qui s'appelle jQuick, que j'aime bien, qui fonctionne bien, qui m'a toujours fait, qui a toujours été là quand j'en avais besoin. Après honnêtement, j'ai pas battle testé tous les frameworks. Je sais que j'ai joué un petit peu avec les différents frameworks des différents langages. En réalité, ce qui va se passer, c'est que sauf si vous avez de la chance, il y a souvent un framework qui domine un peu quand même le langage. Je veux dire, ça reste, quelque chose, je ne vais pas dire de niche parce que ça se développe de plus en plus, mais ça reste quelque chose d'assez spécifique et on n'est pas encore dans une époque où il y a 5 frameworks de property based testing qui se passent. Donc très souvent, ce qui va se passer, c'est plutôt vous allez dire à votre équipe, bah, vous bossez dans telle technologie, Scala Check, Java, il y a jQuick, et vous allez trouver un, peut-être 2 frameworks. Et honnêtement, bah, vous les testez assez rapidement. Vraiment, le truc moi que je trouve principal, bah, c'est déjà, l'expressivité que vous allez faire de vos ensembles. Donc en gros, vous regardez rapidement si la configuration, c'est assez clair pour vous, vous arrivez à faire vos 2-3 cas d'usage rapidement. Et deuxième, et ça c'est plus difficile à estimer, mais il faut quand même essayer de regarder au début, c'est, le niveau de shrinking qu'il est capable de faire. Parce que, bon, dès que vous commencez à faire des objets compliqués, beaucoup de paramètres et tout, bah, c'est important qu'il soit assez bon là-dedans. Donc franchement, c'est les 2 cas que je regarderais. Regardez la génération des ensembles, c'est assez simple, hein. Vous prenez un de vos objets métiers et vous dites: «Vas-y, il faut le faire, il faut le générer», hop, normalement, en une demi-journée, vous arrivez à voir si vous en dépatouillez. Si au bout d'une demi-journée, vous avez même pas réussi à générer un cas, c'est probablement pas un framework fait pour vous, quoi. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question par rapport donc à cette technique de test serait: quelle place prend-elle par rapport aux autres tests tels que les tests unitaires ou les tests d'intégration? Est-ce que si on fait cette technique, on n'a pas besoin de faire les autres? Est-ce qu'il faut les faire en plus? Et avec les frameworks que tu as pu utiliser, si tu as obtenu des couvertures de tests, par exemple? Alors, il y a plein de questions. Est-ce que ça remplace les autres? Pas vraiment. Pas vraiment, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a vu, les tests unitaires en property based testing, on appelle ça les exemples. Donc, mon conseil, si vous devez le mettre en place, c'est plutôt de rajouter vos propriétés une à une et puis de réduire petit à petit vos tests unitaires parce que les propriétés les couvrent. Est-ce que ça remplace les tests d'intégration pas forcément. Comme je le disais, le mieux, c'est vraiment de l'appliquer en bas de la pyramide de test. En bas de la pyramide de test parce que c'est là que ça va être efficace et en fait, dès qu'on monte en haut, on n'a pas forcément envie d'avoir des cas qui plantent, ne serait-ce qu'envoyer des milliers de tests, au niveau front ou, au niveau acceptance, ça va être un peu pénible à débugger, ce ne sera pas forcément l'idéal. Donc, il faut vraiment essayer de le garder en bas de la pyramide. Et pour la dernière question, les couvertures de tests, ben, il faut regarder. Généralement, c'est quand même assez bon parce que ça va couvrir tous les cas. Mais effectivement, c'est des métriques qu'on peut regarder, mais comme, des tests classiques. Et pour revenir vraiment au début de la question, non, ça ne remplace pas complètement les autres tests et surtout si vous avez déjà un projet qui est testé en méthode unitaire, classique ou enfin, quelle que soit votre méthode, vous jetez pas vos tests. Juste, vous créez un petit package à côté et vous commencez à vous dire: «C'est quoi vos propriétés?» et par exemple, quand, vous avez des discussions métiers et que vous dites: «Mais ça, c'est tout le temps vrai?»
Peut-être qu'il faut le tester en live et dire, bah, si c'est vrai, OK, je rajoute un test, je le laisse tourner, on va voir ce que ça donne. Puis j'en rajoute un deuxième, puis j'en rajoute un troisième. La vraie difficulté qu'il va y avoir après, c'est une fois que vous avez une couverture assez intéressante avec le property based testing, comment vous enlevez vos TU qui existent? Là, c'est plus ça c'est faut avoir un bon niveau de confiance pour commencer à enlever ces tests unitaires. Parce qu'on se dit, et très souvent, qu'est-ce qui va se passer dans un projet? C'est on va garder les 2 et c'est juste le nouveau projet, on va le lancer que sur le property based testing. Merci à vous et à demain.